mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des sénateurs présents ont voté à l'unanimité une loi visant à limiter la prolifération des armes à feu dans le pays. La PNH travaille actuellement à reprendre le contrôle de la zone de La Saline où des gangs armés s'affrontent depuis novembre 2018. L'annonce en a été faite par le porte-parole adjoint de la police nationale, Gary Desrosiers. Rencontre ce jeudi entre la commission Justice et Sécurité du Sénat et le haut commandement de la police nationale. La recrudescence de l'insécurité et la guerre des gangs étaient au centre des discussions. La police nationale d'Haïti ne dispose pas d'informations précises sur ce qui se passe à La Saline. Même le bilan des affrontements de mercredi n'est pas encore disponible. Toutefois, la PNH affirme travailler à reprendre le contrôle de cette zone où règne depuis novembre 2018 une situation de terreur ayant fait des dizaines de victimes. La police nationale invite les citoyens à collaborer afin de parvenir à mettre fin à la guerre des gangs dans ce quartier. Haïti fait face à deux types de gangs, un gang social et un gang politique. C'est la conclusion ce jeudi du président de la commission Justice et Sécurité du Sénat. Le sénateur Jean-René Sénatus, qui a rencontré le directeur général de la police et certains hauts gradés de l'institution, pose la question de la provenance des armes et des munitions qu'utilisent les groupes armés. Nous sommes en présence d'un état de gangster, a déclaré de son côté, au terme de cette rencontre, le sénateur Sorel Jacinthe, qui annonce officiellement sa désolidarisation du pouvoir en place. Le DG de la PNH, Michel-Ange Gédéon, qui fait état de contraintes de moyens, admet que le problème de sécurité en Haïti est complexe. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et d'Elsie Dieulassant. Cette rencontre de travail marquée par des échanges houleux entre sénateurs s'est déroulée en dehors des caméras. Par cette réunion, les membres du haut commandement de la PNH et de la commission Justice et Sécurité du Grand Corps voulaient s'entretenir sur les mesures à adopter pour contrecarrer l'action des bandits. Alors que les journalistes attendaient impatiemment la sortie des officiels, le sénateur Sorel Jacinthe, visiblement énervé, a quitté la salle et a rapporté une déclaration fracassante du DG de la PNH. DG a fait une déclaration, il dit, là on patrouille que tu gagné sous question la douane, la question pour dire que gagné des conteneurs, gagné la douane n'a pas dirigé, gagné des bagages qui passent sous frontière là, li prend la police, li voye au grand tir. Donc yo kembe 10 conteneurs. L'an 10 conteneurs relé directeur douane, il pas joindre ni. Il relé premier ministre, c'était en janvier, il pas joindre ni. Il relé président, il pas joindre d'accord ensemble avec elle. Jusqu'à présent, la parle avec elle, pas une qui vient parler avec elle sous ça, elle était en 10 jours, laisse ça faire des marches 10 conteneurs que le Kembe que le relé président, le relé premier ministre, 10 conteneurs ça obligé de faire des marches qui remettent. Offusqué, la voix pleine d'émotion, l'élu de la Grandance annonce sa désolidarisation avec le régime en place. Si moi-même hier m'te dit m'te allié gouvernement Jovenel là et en même temps m'te allié et opposition, jodi à Sorel Jacinthe à partir de déclaration, révélation déjà fait là, moins pas allié président Jovenel encore parce que ça me fait nous remarquer à partir de déclaration déjà nous sommes dans un pays où les dirigeants de ce pays, ce sont des gangs. Ce sont des voleurs. Et ce n'est pas des gens qui dirigent le pays. Alors que contenaient ces containers, qui en sont les propriétaires, le directeur général de la police, Michel-Ange Gédéon, apporte des précisions. C'est un bagage qui est passé depuis janvier 2019, côté que la PNH qui fait était intercepté 2-3 à une dizaine de camions qui ne sont pas contrôlés. Donc, nous avons fait appel à l'autorité pour être capable d'exercer le contrôle sous camion
Et lenteur dans ça fait que justement camion étaient obligés de remettre. C'était des camions qui étaient portés ciment, qui étaient portés fer, etc. Et viennent récupérer le camion ça un peu plus tard. Le président de la commission justice et sécurité du Sénat de son côté fait état d'un ensemble d'informations inquiétantes fournies par le numéro 1 de la PNH. Qui finance les chefs de gang? Comment font-ils pour s'approvisionner en munitions? Michel-Ange Gédéon se pose lui aussi la question. Mais Jean-Renel Senatus, quant à lui, formule cette conclusion. Il y a deux types de gangs dans le pays. Il y a un gang qui est gang social, qui c'est petit monsieur qui descend, vient chercher manger, qui a cassé pour être malheureux, qui a malheureux, qui a fait commerciaux pour manger, qui c'est gang social là. Mais il y a un autre type de gang qui c'est gang politique, qui a des bras politiques derrière, qui a alimenté, qui a voyé cartouche, qui a voyé balle, qui a voyé cartouche et balle, qui a voyé gaz lacrymogène, qui a voyé casse, qui a baillé fusil pour tuer la population. Maintenant, il va falloir que l'État prenne décision pour dire attention, c'est nous qui avons un monopole de protection vie et bien dans la société. Donc, il faut que nous cessions sans cap pour lui. La rencontre a pris fin, mais des questions restaient encore floues. Entre-temps, la liste des décès par balle s'allonge, particulièrement dans les quartiers réputés dangereux. De janvier à date, 517 personnes, dont 25 policiers, ont déjà été tuées. Notre invité de ce soir est le sénateur Jean-Renel Senatus, président de la commission Justice et Vérité. Nous allons parler d'un projet de loi qui a été voté hier et qui porte sur la prolifération d'armes à feu. Bonsoir, sénateur Senatus. Bonsoir Serge, bonsoir aux téléauditeurs, télé et auditrices de Radio Télé Métropole. Un plaisir de vous parler. Voilà, donc, sénateur, nous avons appris qu'une séance avait eu lieu au Sénat hier, séance au terme de laquelle une loi qui porte votre nom et qui vise à limiter la prolifération des armes à feu a été votée à l'unanimité. Donc, rapidement, en quelques mots, sénateur, pouvez-vous nous dire ce que cette loi apporte de nouveau? Effectivement, depuis l'année 2016, nous avions produit 2 textes de loi. C'est la première sur la sécurité foncière et la deuxième sur la fabrication, la commercialisation, la détention et le contrôle des armes à feu en Haïti. Et avec ces 2 lois, nous avions eu plusieurs colloques, si vous me le permettez de le dire ainsi, forums, entre guillemets, avec la société civile au fait d'avoir sa touche dans cette question, surtout une touche d'experts en ce domaine. Nous avions travaillé au niveau de la commission Justice et Sécurité du Sénat ce texte de 65 articles et hier, les sénateurs ont fini par voter ce texte avec la présence, alors c'est à l'unanimité, soit avec les 17 sénateurs présents. Quelles sont les nouveautés apportées par ce texte dans notre corpus législatif? C'est premièrement, la proposition de loi est venue à partir de constats faits. Le constat basé sur l'ensemble, sur les statistiques qui nous font savoir qu'il y a plus de 300 000 à 400 000 armes à feu en circulation de manière irrégulière dans ce pays. Et qui portent ces armes? Ce sont nos hommes politiques, ce sont les bandits de la société, les compagnies de sécurité et autres personnes de la force publique, soit de la police ou des forces armées. Et nous nous sommes dit, comment ces armes sont-elles rentrées en Haïti? On a répertorié ces armes en Haïti grâce à la contrebande. Et nous nous sommes dit, il faut porter une réponse à ce problème constaté. Et de là, dans ce texte de loi, nous sommes tablés sur la fabrication des armes à feu en Haïti. Vous savez que nous n'avons pas vraiment d'industrie en Haïti. Mais nous avons des méthodes pour confectionner des armes créoles en Haïti. Les fameuses armes créoles, oui.
Oui. Oui, cette question-là est adressée dans le cadre de la loi. Il y a la commercialisation. Nous sommes toujours référés à la contrebande pour faire l'acquisition d'une arme à feu en Haïti parce qu'il n'y a aucune boutique qui vend des armes en Haïti. Donc cette question est censée résolue par la création, l'adoption de mécanismes pouvant permettre aux particuliers, sous les yeux de l'État, d'ouvrir des boutiques de vente d'armes et de munitions. Il y a la détention. Aujourd'hui, les armes à feu, les armes illégales sont dans nos écoles, nous suivent dans nos banques, nous suivent dans les boîtes de nuit, etc. Nous créons des espaces inviolables pour tout cela qui porte, par tout cela qui porte des armes à feu. Mais il faut dire, sénateur, il y a des autorités de l'État, des VIP par exemple, qui détiennent des armes de long calibre. Eh bien, ces armes ne sont enregistrées nulle part. Il en est de même pour les entreprises de l'État, les entreprises commerciales par exemple, qui... Sénateur. Oui, oui. Sénateur, j'aimerais qu'on fasse en quelques secondes un petit rappel historique. Si j'ai bonne mémoire, la Constitution de 87 donne le droit à tout Haïtien d'être détenteur d'une arme. Oui. Est-ce que cette loi est toujours valable? Oui, c'est valable. Tout Haïtien a le droit de se procurer une arme dans les limites de sa maison. À la seule différence, maintenant, la détention doit être dénoncée à la police. Voilà, il y avait deux autres conditions à cette détention d'armes, et on parle bien de détention et non pas de droit de port d'armes, n'est-ce pas? C'est clair. Il y avait deux autres raisons. Il fallait que cette arme soit achetée auprès de gens qui sont autorisés à les vendre. À l'époque, c'était les forces armées d'Haïti qui seules pouvaient vendre des armes. Et la troisième obligation était d'en faire une déclaration à la police. Effectivement. Non pas une demande, mais une simple déclaration. Est-ce que ces trois lois, ces trois pratiques sont toujours à l'ordre du jour? Oui, c'est toujours à l'ordre du jour. Très bien. À la seule différence, pour avoir droit au port d'armes à feu, l'intéressé doit subir un test de qualification en armes à feu. Oui, non, je disais bien, nous parlons de détention et non pas de droit de port d'armes. Le port d'armes, c'est une toute autre question. Tout le monde a le droit de se procurer une arme dans les limites de sa maison. À la seule différence, ça doit être déclaré à la police. Exactement. Donc ça, c'est toujours valable. Oui. Parfait. Bon, très bien. Donc maintenant, avec votre loi, si j'ai bien compris, on va pouvoir, parce qu'avant, il fallait obtenir une autorisation de la police, partir aux États-Unis ou ailleurs avec cette autorisation, acheter l'arme, la remettre au commandant de bord en rentrant et en débarquant, présenter l'autorisation à la douane qui vérifiait que tout était conforme, ensuite aller à la police faire la déclaration. Donc tout cela, demain, si je comprends bien, avec cette nouvelle loi, ça pourra se faire directement sur place en Haïti et sous le contrôle strict de la police. Effectivement, oui. Bon, d'accord. OK, mais maintenant, très bien. Donc, ça, ce sera un nouveau point de départ, c'est-à-dire qu'à partir de cette loi, c'est-à-dire à partir d'hier, toute nouvelle personne qui veut faire l'acquisition d'une arme devra donc se conformer à ce que dit votre texte de loi. Mais qu'est-ce que l'on fait de ces 300 ou 400 000 armes qui sont déjà en circulation dans le pays? Voilà. Et pour les 3 à 400 000 armes en circulation dans le pays, on a prévu un mécanisme, c'est au chapitre 10, titré du désarmement volontaire et de la réinsertion sociale. Pour les personnes qui détiennent chez elles des armes à feu non encore déclarées à la police, mais qui sont de paisibles citoyens, qui pour le besoin de sécurisation de leur famille se font procurer cette arme, eh bien, ces personnes-là auront un délai moratoire de 3 mois pour se rapporter aux autorités
policière pour déclarer l'arme et engager le processus de légalisation de la détention ou du port. C'est ça. Mais C'est pour ça, les c'est ça. bandits, les personnes qui détiennent des armes à feu, avec lesquelles armes, ils ont déjà posé des actes répréhensibles au niveau de la société. Il y a une porte qui est ouverte, c'est la porte du désarmement et de la réinsertion sociale. Et la réinsertion sociale qui devrait être une politique publique engagée par l'État en ce domaine pour encourager les jeunes à se faire des professionnels, à avoir des professions au lieu d'avoir en main des armes à feu et qui contribueront, lesquelles armes contribueront à la destruction de la société tout entière. Mais sénateur Senatus, ce programme avait été tenté par le président Préval. Ça n'avait pas donné de très très bons résultats, si je me rappelle bien. Mais ça, c'était un programme conçu par le président Préval en dehors de cadre légal. Et c'est réédité par le président Jovenel Moïse, encore en dehors de cadre légal. On a dit que c'est une commission de désarmement et de réinsertion, qui est chargée de mener cette politique. Alors que dans le cadre de notre loi, c'est le service d'armurerie de la police nationale qui va s'en occuper. Et le programme social, c'est l'État qui devrait en quelque sorte l'engager dans le cadre d'une politique publique. Par exemple, si moi je suis président et que je veux procéder au désarmement des jeunes de nos quartiers et à grande vulnérabilité, je dirais à mon ministre de la formation professionnelle et à mon ministre des Affaires sociales, voilà ce que nous allons faire. Puisque aujourd'hui, UCLBP a besoin de plombiers, venez donc nous remettre vos armes. Nous allons vous faire devenir des professionnels en 6 mois et nous allons vous recruter rapidement après illico pour trouver un boulot au sein de UCLBP. Ça devrait être une véritable politique publique en matière de professionnalisation des jeunes et de la réinsertion sociale de nos bandits. Très bien. Et la réunion que vous avez eue avec le chef de la police, c'était dans cet objectif aussi? Non, c'est pas... C'était de manière globale, oui. Parce qu'on parlait de l'insécurité qui sévit contre certaines zones de la capitale. Par exemple, le marché de la Croix des Boussales est vidé. Plus de marchands là-bas. Plus de marchands là-bas. Les gens ont vidé les lieux. Parce qu'il y a des bandits qui sèment la terreur à la Croix des Boussales. Nous avons vu avec le directeur général de la police aussi la situation qui règne au niveau de Martisson, au niveau de Village des Dieux, au niveau de Grand Ravine, pour voir qu'est-ce qui est fait par la police, que peut faire la police pour pallier cette situation et quelles sont les perspectives fixées par la police en vue de répondre aux revendications de la population. Et là, nous avons eu des discussions vraiment fructueuses. D'autant plus, sénateur, qu'il n'y a pas seulement des quartiers de la métropole qui sont sous la coupe des gangs, il y a des régions entières du pays également. Effectivement, nous avions vu avec le directeur général non seulement la situation qui règne à Port-au-Prince, dans les métropolitaines de Port-au-Prince, mais dans certaines villes de nos provinces aussi. Par exemple, dans le département de l'Artibonite, à Saint-Bleu, où il y avait eu un inspecteur tué dans l'enceinte même de son lieu de travail. Donc tout ça a été dans le menu de discussion. D'accord. Bon, sénateur, juste une petite parenthèse rapidement. Parmi les 17 sénateurs qui étaient présents hier et qui ont voté cette loi, est-ce que on comptait les fameux 4 sénateurs, disons, qui parfois se font remarquer? Vous parlez de quel sénateur alors? Les 4 sénateurs parfois... Les 4 sénateurs n'étaient pas présents. Ils n'étaient pas présents, d'accord. OK, parfait. Maintenant, on va fermer le chapitre de cette loi parce que, bon, apparemment, c'est une loi qui va dans l'intérêt du pays et d'ailleurs, ça a été voté à l'unanimité, donc pas de discussion. Allons un petit peu plus loin, rapidement, très rapidement. Le pays est toujours bloqué.
Le pays est toujours bloqué, il n'y a toujours pas de gouvernement et apparemment le Sénat porte quand même une certaine responsabilité dans cet état de fait. Je dis le Sénat en général, sans rentrer dans le particulier des 4 sénateurs qui ont systématiquement empêché les séances de ratification de se faire. Alors, combien de temps cette situation va-t-elle encore durer? Vous nous avez surpris avec cette séance organisée hier au Sénat. Ça signifie donc que le Sénat est en état de fonctionner. Quand va-t-on sortir de cette crise? Est-ce que vous avez, vous, aujourd'hui, une solution de sortie de crise? Et si oui, quelle est-elle? Vous avez quelques minutes, malheureusement, pour nous faire part de votre opinion là-dessus. Moi, je pense que la situation qui prévaut actuellement en Haïti, sur le point de vue politique, c'est une situation extrêmement complexe. Et elle doit être adressée par les hommes d'État, par les hommes de loi de notre pays, avec beaucoup de maestria. En raison du fait qu'aujourd'hui, nous sommes à 4 mois depuis que nous n'avons plus de gouvernement capable de répondre aux questions des élus, dont des sénateurs, sur les questions sécuritaires du pays. Nous n'avons plus de gouvernement capable d'adresser les problèmes de la pauvreté qui frappent à nos portes. Nous n'avons plus de gouvernement capable d'aider dans le cadre du processus de développement de notre société. Il faut que cette question soit adressée. Mais ça ne devrait pas être adressé seulement par les sénateurs. Le président de la République a sa part de responsabilité là-dedans. Bien sûr. Les sénateurs ont demandé un gouvernement sans reproche. Sans reproche légal. Et moi, je suis d'accord avec eux. Parce que le président a prêté serment sur la Constitution, nous autres aussi, nous devrions militer pour le respect de la Constitution. Mais les 4 sénateurs ne peuvent en aucune manière se prévaloir le droit aussi de bloquer le pays. Parce qu'aujourd'hui, la police ne peut pas fournir de la sécurité à la population en raison du fait qu'elle fait face à des problèmes budgétaires. Eh bien, pour sécuriser cette population, il va falloir que le Parlement vote le budget. Il va falloir que le gouvernement soit ratifié. Il va falloir que l'on remette le pays en marche. Et pour ce faire, il nous faut un élan patriotique de part et d'autre. Au niveau de la présidence, de l'exécutif, cet élan doit être manifeste, tout comme au niveau du Parlement. Le problème doit être résolu par nos hommes d'État et surtout par les élus. Oui, oui, sénateur, je crois que là, nous venons d'enfoncer toute une série de portes ouvertes. Tout le monde connaît la situation dans laquelle nous nous trouvons. Tout le monde sait ce que vous venez de rappeler. Mais la grande question qui se pose et pour laquelle tout le monde semble encore attendre une réponse, c'est pas tellement de décrire la situation telle qu'elle est, mais c'est d'apporter une solution qui nous permette de sortir de cet état. La solution est là, Serge. On ne fait qu'attendre le gouvernement. L'exécutif doit revoir son cahier. L'exécutif doit nous envoyer au niveau du Sénat un gouvernement qui répond aux normes de la Constitution. Et une fois qu'il aura fait son travail, nous saurons comment nous conduire. Oui, bon, cela dit, sénateur Senatus, pour ce qui est du Sénat, et vous êtes sénateur, donc vous êtes au cœur de l'action, le public en général a quand même eu le sentiment que l'ensemble des 29 sénateurs que compte aujourd'hui le Sénat avaient été pris en otage par 4 sénateurs qui ont imposé à la majorité des sénateurs, leur ont imposé leur opinion, et ce, de manière
presque brutal. Je comprends que ça soit pour vous et pour ces gens-là une interprétation. Effectivement, il y avait eu de violence lors de la dernière séance, mais il faut dire, cette séance-là, la violence était une réponse à une provocation. En matière de droit, on parle d'excuses légales. Et la provocation peut s'inscrire dans le cadre des excuses légales. Maintenant, nous autres, à ce que nous attendons, moi, Jean-René Senatus, je ne serai pas prêt à me laisser prendre dans les pièges de quiconque. Parce que j'ai été personnellement auprès de la population, demander à la population de me voter sénateur. Je suis sénateur de la République, mais j'ai prêté serment sur la Constitution. On demande seulement au président de respecter la loi, de respecter la Constitution dans la, si vous me permettez, la Constitution, dans la Constitution encore de son gouvernement. C'est ça tout simplement. Que le président fasse un effort pour que son Premier ministre soit un Premier ministre irréprochable également. D'accord. Yeah. Voilà, donc c'était le sénateur Jean-René Senatus, président de la commission Justice et Sécurité du Sénat, qui faisait un petit tour d'horizon sur la question des armes en Haïti, comme il l'a rappelé, entre 300 et 400 000 armes illégales qui circulent aujourd'hui dans le pays et qui, malheureusement, sèment la mort. Des individus non identifiés ont brûlé le bois Kitanago dans la nuit de mercredi 10 au jeudi 11 juillet à Ouanaminthe, dans le nord-est. Symbole d'unité, porté à dos d'homme depuis les Irois, commune de la Grand'Anse, jusqu'à Ouanaminthe, commune du nord-est, sur une distance de 700 km, il y a 6 ans de cela, il a été incendié par des individus non identifiés. Cet acte n'a pas été revendiqué jusqu'ici, bien que depuis l'arrivée de Kitanago à Ouanaminthe, le 23 janvier 2013, des groupes de croyances protestantes aient toujours souhaité sa disparition. Ce symbole avait été déposé et était géré à la Maison des Jeunes de Ouanaminthe, située à la rue Saint-Pierre. Deux des grenadiers qui viennent de briller à la dernière Gold Cup, Duquesne Nazon et Donald Guerrier, prônent la tolérance entre les Haïtiens. Les deux footballeurs ont appelé leurs compatriotes à s'inspirer de l'union réalisée par les joueurs de l'équipe nationale afin de réaliser de grandes choses. Suivez tour à tour l'attaquant Duquesne Nazon et le défenseur au milieu de terrain Donald Guerrier de la sélection nationale de football. C'est parce que c'est Duquesne Nazon, c'est parce que c'est Donald, parce que c'est Saba, parce que grand peu de monde qui a commenté dans Instagram, qui a dit que bon, pour que ça c'est nous trois qui allons, c'est pas nous seuls qui étaient sur le terrain, c'est un joueur qui était sur le terrain. On me dit mais non. Et il y a des nègres qui à l'étranger, ils ne pas rentrer à cause que le club n'a pas autorisation. Et on prend le cas de Jimmy Ben, qui t'a supposé venir par rapport à un problème qui passait, il a composé, l'État, il n'a pas fait déplacement. Et puis pour Duterte Santos, c'est même bagaille là. Donc, je ne sais pas pour qui ça gagne, il parler un peu ça. Moi-même, pas de problème. On m'a dit ça, mais essayez sur de savoir parler. C'est chercher, c'est comprendre. Chercher pour comprendre. Il faut autant de monde. Les gens disent là, c'est ça qui fait Jimmy Ben pas de présent et du pas de présent. Donc, je ne sais pas pour ça. D'un côté, je comprends parce que c'est vrai que la situation pays est vraiment difficile. Oui. Elle est vraiment, vraiment difficile. Nous-mêmes, nous pas vivre libre puisque c'est en dehors de nous été. Oui. So, nous pas même qu'à imaginer, nous penser, puisque là où dans la rue, il y a des petites qui ne peuvent pas manger, ils pas manger pendant 2-3 jours, il y a un pile bagaille, un pile problème. Je comprends sur mon point, mais je pense que le seul bagage qui a sauvé Haïtien aujourd'hui, c'est si nous mettons tête ensemble. Jean nous fait nous-mêmes dans le tournoi, c'est ça qui mène nous loin. Et pas gagner l'autre bagaille, Si nous pas tête ensemble, si nous pas des frères sur le terrain, nous pas jamais arriver dans le niveau ça. So,
Moi-même, seul bail que je souhaité, c'est que tout le monde mette tête ensemble, si tout le monde cachita, si Haïti a avancé, puisque je pense que Mounio méritait ça en dehors. Mounio méritait ça, pays méritait ça. Peuple ça trop accueillant, les trop attachants. Nous pas qu'à quitter Haïti mourir comme ça. Je pense que si tout le monde chita et tout le monde parlait, nous qu'à avancer si tout le monde met tête ensemble vraiment. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.